Salam alaikum. Bien, on va commencer aujourd'hui notre cours d'économie monétaire et financière. Permettez-moi, chers étudiants, de vous exprimer ma profonde joie de me trouver avec vous dans ce cours d'économie monétaire et financière. Nous allons essayer, dans un premier temps, de faire une petite introduction pour ce cours. Là, vous avez devant vous une citation de Jacques Ellul. Croyez-moi, aujourd'hui comme hier, le sort de l'homme se joue sur la monnaie. Rien que cette citation démontre l'importance de la monnaie dans notre vie quotidienne. Bien, pourquoi ce cours? Pour démontrer l'objet de ce cours, euh, il y a donc deux volets. Le premier volet, le volet académique, ce que j'ai appelé les retombées académiques. Et le deuxième volet, le volet débouché. Pour le volet retombées académiques, les étudiants qui vont s'intéresser à ce cours euh, vont par la suite devenir des étudiants qui s'intéressent à ce qu'on appelle les questions monétaires et financières. Et par voie de conséquence, lorsqu'ils obtiennent leur licence, ils peuvent aller faire ce qu'on appelle des masters en monnaie et finance, ou bien monnaie, banque, finance et assurance. Et s'ils veulent aller plus loin, ils vont même souscrire des sujets de thèse de doctorat dans le domaine de la monnaie et la finance. Côté débouché, les étudiants qui vont faire de la monnaie, finance, économie monétaire et financière, cette matière leur serait d'une très grande utilité pour exercer dans des organismes bancaires et les organismes des assurances, dans la bourse, dans les marchés financiers, dans tout ce qui a relation avec la monnaie et la finance. Bien. Si je cherche maintenant à vous donner le plan de ce cours. Normalement, la matière économie monétaire et financière, c'est une matière qui se fait sur toute l'année, n'est-ce pas? Le premier semestre et le deuxième semestre. Le premier semestre, généralement, on a l'habitude de traiter les chapitres suivants. 3 chapitres. Les fonctions et formes de la monnaie. Le deuxième chapitre, les mécanismes de création monétaire. Troisième chapitre, les théories de la demande de monnaie. Au deuxième semestre, nous retrouvons nos étudiants pour continuer bien sûr la matière. On fait ce qu'on appelle un chapitre sur la politique monétaire, ce qu'on appelle la politique monétaire. Un grand chapitre également sur le marché des capitaux et je termine mon cours avec le phénomène de la libéralisation financière, croissance et crise. Bien. Permettez-moi de vous donner une bibliographie sur les grands ouvrages qu'il faut consulter pour la matière économie monétaire et financière.
Il y a l'ouvrage de André Chéneau, Mécanisme et politique monétaire. C'est un ouvrage très intéressant pour ceux qui veulent comprendre surtout les mécanismes de création monétaire. Il faut le dire, il n'y a pas plus difficile que le mécanisme de création monétaire. Là, Chéneau, il a un petit ouvrage très intéressant en la matière. Elle traite des mécanismes de la création monétaire et la politique monétaire. Vous avez l'ouvrage de Christian Otage, Monnaie et financement de l'économie, paru dans l'édition Hachette. Et vous avez une référence de base dans les questions monétaires et financières, c'est l'ouvrage de Domourg, édition Economica. Si vous trouvez cet ouvrage, il faut l'acheter, il est très intéressant. La monnaie, système financier et théorie monétaire. Et vous avez l'ouvrage de l'Américain Frédéric Meshka, c'est un ouvrage très volumineux, mais c'est la Bible, là, je le dis, c'est la Bible de la monnaie et la finance. Le livre de Meshka, c'est la Bible de la monnaie et de la finance. Il est en deux langues, en langue française et en langue anglaise. Vous avez un petit livre de Sylvie Diatkin. Il est très simple, très simple, et le style il est également simple. Diatkin a fait deux ouvrages, un sur théorie et politique monétaire et un autre sur les institutions et mécanismes monétaires. Vous avez donc l'ouvrage de Gisabelle, Monnaie, Banque, Finance, hein, également. Et vous avez l'ouvrage de Patate. Patate, c'est un praticien, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le secteur bancaire. Donc, lorsque vous lisez son ouvrage, vous dégagez donc le caractère pratique de son style, n'est-ce pas? Et vous avez Xavier Bradley, Monnaie, Banque et Financement de l'économie, dans l'édition d'Allos. Cet ouvrage est également intéressant. Eh bien, laissons-nous maintenant démarrer notre cours, hein, notre premier chapitre. Vous mettez fonction et forme de la monnaie. Là, je dois m'arrêter sur le phénomène monnaie. On doit définir la monnaie. Là, j'ai retenu la définition de André Chéneau. Pour André Chéneau, la monnaie est constituée par l'ensemble des moyens de paiement, c'est-à-dire la somme des actifs qu'acceptent tous les vendeurs pour leur règlement de leurs créances nées de l'échange et que leur remettent leurs acheteurs, hein, pour régler leurs dettes. Donc, la définition de la monnaie, c'est donc l'ensemble des moyens de paiement. Donc, tous les moyens de paiement, est-ce qu'ils peuvent jouer le rôle de la monnaie? Oui et non. Il faut nous déchaîner une chose importante. Pour qu'un actif doit jouer le rôle d'une monnaie, il doit être accepté par tous. Il doit être accepté par tous. Il doit, vous mettez entre parenthèses, hein, il doit inspirer confiance. Il doit inspirer confiance. Il y a plusieurs actifs qui peuvent servir de moyen de paiement. Le chèque, il y a le billet à ordre, il y a beaucoup de choses. Mais pour avoir le statut de monnaie dans un espace économique et monétaire, il faut bien sûr que l'actif soit accepté et inspire confiance. Et bien sûr, je vais ajouter chose importante. Pour avoir le statut de monnaie, vous soulignez s'il vous plaît, il faut que l'actif ait ce qu'on appelle un pouvoir libératoire immédiat. Un pouvoir libératoire immédiat. Hein? Donc, il vous permet de vous libérer
hein, de vos engagements transactionnels ou bien financiers, etc. Immédiat, dans l'immédiat. Avec un chèque, je ne peux pas me libérer immédiatement de mes engagements, hein. Avec un chèque, je ne peux pas faire une transaction immédiatement. Mais la monnaie, elle peut faire ça. La monnaie apparaît donc comme un actif qui peut être détenu, hein, échangé. Malheureusement, plusieurs actifs ne peuvent pas être échangés. Prêté. Plusieurs actifs ne peuvent pas être prêtés. Conserver. Plusieurs actifs ne peuvent pas être conservés. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre de leur valeur. La monnaie ne perd pas facilement de sa valeur. Elle garde sa valeur. Et last but not least, la monnaie a un pouvoir libératoire immédiat. Ça, il faut le souligner. La monnaie peut également se définir comme un bien d'échange généralement accepté. Soulignez ça. Bien sûr, la monnaie est un bien économique. Vous avez vu la notion de bien économique parce qu'elle est utile. Parce qu'elle est utile. Et l'utilité de la monnaie n'est pas dans la monnaie elle-même. Son utilité parce qu'il sert à acquérir les biens et services utiles. OK? La monnaie est un bien économique parce qu'elle est utile, hein? Elle est demandée et destinée à un besoin. Elle est bien sûr soumise au principe économique de la rareté, hein? Parce que vous vous rappelez très bien Valadas, ce qu'il nous dit Valadas, tout ce qui est rare. Tout ce qui est rare est généralement utile. Tout ce qui est rare est généralement utile. Bien, l'évolution de la monnaie. Donc, nous allons voir maintenant comment la monnaie a évolué dans le temps. Bien, alors, dans le passé, il n'y a pas de monnaie proprement dite, mais il y a ce qu'on appelle de phénomènes importants. Il y avait le troc, hein, le phénomène troc, échange de biens contre d'autres biens, n'est-ce pas? Et il y a ce qu'on appelle la monnaie marchandise. La monnaie marchandise. Les gens effectuent des échanges avec le troc, mais in fine, tout le monde se réfère à une monnaie marchandise. Le blé, l'huile, le beurre, les têtes de bétail. Chaque communauté, hein, chaque espace économique se réfère à un bien accepté par tous. Soulignez-moi accepté par tous. C'est ce bien référence qui joue le rôle, vous soulignez, de la monnaie marchandise. La monnaie marchandise. Donc, la monnaie a évolué, hein, d'une marchandise pour devenir un métal, hein, monnaie métallique, pour devenir des lingots, des pièces de monnaie, etc. Nous allons étudier ça au fur et à mesure. On appelle, vous soulignez ainsi le régime monétaire. Quel régime monétaire? La monnaie métallique, où la fonction d'unité de compte, hein, est rattachée à une quantité d'un étalon qui est en général l'or ou l'argent. Alors généralement, l'homme primitif a fait des choix. À un moment donné, il a utilisé le bronze, il a utilisé le cuivre, il a utilisé donc tous les métaux. Mais il s'est arrêté sur un métal ou bien deux métaux, à savoir l'or ou l'argent. Pourquoi? Parce que ce sont, vous soulignez, des métaux précieux. Des métaux précieux. Et leur caractère chimique aide à ça. L'or ne s'oxyde pas, hein, et l'argent également ne s'oxyde pas. Et bien sûr, ce sont deux métaux acceptés par tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils représentent, faut souligner, l'avantage
premier avantage important de ces métaux, c'est leur rareté. Ils sont rares. Le deuxième avantage, inaltérable. Tu peux pas les altérer. Tu peux pas donc les changer. Hein? Tu peux pas les manipuler facilement. Hein? Et ils sont faciles à transporter et aisément divisibles. On peut les diviser en plusieurs pièces. À un moment donné, la monnaie donc circule sous forme de lingots, hein, de grandes pièces, hein, de lingots, les lingots de sucre. Vous achetez des paquets de sucre, quand vous faites avec le paquet, écrit 100 lingots, les lingots. Mais les lingots ne sont pas pratiques. À un moment donné, on a évolué pour mettre ces lingots sous forme de pièces métalliques. De pièces métalliques. Euh, 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 Ensuite, on a évolué pour que ces pièces métalliques aient une valeur qui est égale à la valeur du poids de métal dont elles sont formées. Les pièces de 1 gramme d'or, voilà, 1 gramme d'or, la valeur c'est 1 gramme d'or. Et la pièce, lorsque vous pesez la pièce, vous trouvez 1 gramme d'or. 0,5 g d'or. La valeur, c'est 0,5 g d'or. Lorsque vous pesez, vous trouvez 0,5 g d'or. Comme les pièces d'aujourd'hui. Voilà que la caractéristique, les pièces d'aujourd'hui ne sont pas formées de la valeur du métal. Leur valeur n'est pas égale à la valeur du métal dont elles sont formées. Jadis, non. Jadis, on parle de monnaie métallique. C'est quoi monnaie métallique? Notez ça, monnaie métallique implique la valeur de la monnaie égale la valeur du métal dont elle est formée. Les pièces qui circulent aujourd'hui, ce n'est pas de la monnaie métallique. Parce que la valeur d'Yalom n'est pas égale au poids du métal dont elles sont formées. Ok? Bien. On peut distinguer donc trois grandes étapes de la monnaie métallique. La monnaie pesée, tout à l'heure, on pèse l'objet métallique, lingot, ou bien des blocs, ou bien des pièces, n'importe quelle pièce, afin d'en déterminer son contenu en métaux précieux. Et là, il y a des orfèvres, des échangeurs, hein, de pièces, hein, des garagistes, qui sont des orfèvres, qui sont chargés de ça. Ils frappent, ils pèsent, etc. Et nous avons la monnaie comptée. Le métal, voilà là, le métal est transformé en petites pièces de petite taille dont la dimension et la teneur sont progressivement normalisées. Voilà. Il suffit tout simplement de compter les pièces pour savoir la valeur de la monnaie que vous avez. Parce que la pièce porte sur sa face la valeur du poids de métal dont elle est formée. Autrement dit, la valeur faciale, voilà, vous notez, la valeur faciale de la pièce est égale au poids du métal dont elle est formée. Les monnaies métalliques d'or, d'argent ou de bronze donc commencent à être frappées. C'est une étape avancée, vous soulignez les monnaies avant, elles étaient frappées par des orfèvres, par des seigneurs, etc., par de n'importe qui, si vous voulez, hein, par l'église, hein. Mais on avait des problèmes de contrefaçon. On mélange l'or avec d'autres métaux, etc. À un moment donné, il faut arrêter ça. Parce que lorsque vous commencez à frapper énormément de pièces de monnaie, bien sûr, les prix vont augmenter. La vie va devenir trop chère. Et si la vie va devenir trop chère, alors il y aurait des turbulences, il y aurait des problèmes sociaux, il y aurait des émeutes, des déchirures sociales. Alors la monnaie, donc beaucoup de problèmes peuvent provenir de la monnaie s'elle n'est pas frappée d'une manière normalisée. Alors là, les autorités ont pris en charge de frapper, hein, de frapper la monnaie. Alors on est passé les autorités religieuses, puis enfin on est passé aux autorités politiques qui sont aujourd'hui carrément
la banque centrale. La banque centrale. Voilà, donc ça c'est une petite introduction. Je m'arrête là, hein, et je vous remercie.